Bonjour à tous chers mortels, une petite vidéo pour soutenir un petit peu Vega, pour ceux qui sont pas au courant, mais bon ça me paraît très bizarre. Vous vous doutez, il y a eu le virus ces derniers temps, et ça a un petit peu flingué beaucoup de marchés, notamment, alors c'est pas le seul, hein, mais notamment le marché du manga, et les petites maisons d'édition s'en sont pris plein la gueule pour les petites maisons d'édition qui commencent. Vega, alors Vega ça fait pas si longtemps qu'ils sont là, mine de rien, ça fait un petit peu de temps, mais c'est pas, ils sont pas là depuis des années. Bah mine de rien, là ça leur a foutu un sacré coup, donc heureusement ils vont continuer, hein. Ils ont confirmé qu'ils allaient continuer la série tout ça, mais que c'était pas forcément évident pour eux, surtout que certaines de leurs grosses séries ne marchaient pas forcément, notamment la dernière que je vais parler dans cette vidéo. Donc là j'ai choisi 3 titres que je considère qui valent réellement le coup. Alors une bonne partie des titres de Vega sont très intéressants, mais là c'est vraiment les 3 titres que je considère vraiment ils vaut le coup d'œil. Alors cette vidéo je ne vais pas demander qu'elle soit partagée tout ça, je vous demande juste intéressez-vous un tout petit peu à ces titres-là. Intéressez-vous un tout petit peu à ces maisons d'édition un petit peu plus, je vais dire obscures, tu vois, un peu moins connues que Kana, Kazé, Glénat, tout ça. C'est pas forcément des maisons d'édition méga connues, mais qui proposent quand même des titres super intéressants. Et Vega fait clairement partie des maisons d'édition que j'apprécie beaucoup, puisqu'ils ont des titres vraiment très sympas. Alors du coup on attaque avec le premier titre, je sais plus parler, Deep Sea Aquarium Magmel. Alors un titre tout simple mais très agréable à regarder. Alors ça nous raconte l'histoire de Keitaro, un jeune garçon qui est passionné par les océans et surtout des abysses. Il est extrêmement fan des abysses, donc les créatures des abysses, vous savez, un petit peu le poisson lutin, le poisson lanterne, un petit peu toutes les bestioles un petit peu particulières qu'il y a dans les abysses. Et en fait il va aller travailler dans un musée. Alors c'est un musée, c'est pas vraiment un musée, c'est plus, vous savez, un aquarium spécialisé dans les poissons des abysses. C'est donc un aquarium qui est assez, enfin un petit peu profond quand même, et qui a quelques espèces qui viennent des abysses, et qui a aussi possibilité de voir d'autres bestioles qui peuvent s'en rapprocher. Oui, parce que des fois les poissons des abysses se rapprochent un tout petit peu de la surface, pas à l'extrême, mais bon voilà, ils ont trouvé des moyens de faire en sorte que ce soit visible du public. Et voilà, il va travailler dans cet endroit-là en tant que balayeur, tout ça, et au fur et à mesure, il va aller à s'occuper de ces créatures-là. Donc soit les soigner, soit essayer de comprendre ces créatures-là, les découvrir, bref, on va voir un peu plusieurs trucs par rapport à ça. Et bien évidemment, il y a des choses par rapport à sa famille, son père, tout ça, les personnes qui sont liées à l'aquarium, bref, c'est toute une petite histoire. Alors, j'apprécie beaucoup le manga pour plusieurs raisons. Déjà, je le trouve assez joli en termes de dessin, c'est très agréable. Et surtout, je vous avoue, je suis très fan des créatures abyssales. Il n'y a pas beaucoup de mangas qui parlent de ces poissons-là, des créatures très... Si vous savez pas à quoi ressemblent des créatures abyssales, je vous en mets quelques-unes là depuis tout à l'heure. C'est comme des créatures assez particulières, limite on dirait des extraterrestres, mais je trouve ça très fascinant. J'ai toujours été fasciné par les abysses. Et c'est pas quelque chose qu'on parle énormément, en général il n'y a pas grand chose dessus. Et en manga je sais pas s'il y a beaucoup de choses. Il y a des mangas où ça va dans les profondeurs, genre le manga 6000 où ils sont très profonds. Des fois voilà, ça arrive que des mangas parlent des profondeurs, mais pas spécialement des créatures qu'il y a dedans, et notamment les poissons abyssaux. Et là ce manga est en plein dedans, donc voilà, si jamais le sujet vous intéresse, c'est très intéressant. Si ça vous intéresse pas, mais que vous êtes quand même intéressé par les petits poissons, les animaux, les trucs du genre, ça reste intéressant. Et puis même si vous voulez avoir un manga qui est peinard, très agréable à lire, sans prise de tête, je trouve que c'est un très bon titre. Deep Sea Aquarium Magmel, c'est vraiment pas prise de tête, t'es là pour profiter. Alors certes, il y a quand même un scénario via Keitaro, son père, ce genre de choses là, mais c'est pas, voilà, c'est pas le truc le plus hallucinant, c'est pas le truc qui va te retourner la tête. Ça va, ça reste quelque chose de très accessible, donc ça là-dessus, il n'y a pas trop de problèmes. Je pense que vous devrez réussir à regarder sans trop de problèmes. Ensuite, le deuxième titre, alors une deuxième catégorie que j'apprécie beaucoup, c'est l'histoire. Bon, j'aime plus l'histoire Moyen-Âge, Égypte, tout ça, mais j'aime bien aussi les trucs un petit peu moins vieux, on va dire ça comme ça. Là, du coup, l'histoire c'est Peleliu, donc Peleliu qui est l'histoire de soldats japonais qui se battent contre les États-Unis lors du coup de la guerre de 1944 sur l'île de Peleliu, une île qui est située quasiment pile entre le Japon et les États-Unis, donc c'est une île assez intéressante pour les États-Unis, car si jamais ils arrivent à la récupérer, c'est une île stratégique où en gros ils n'ont pas besoin de se taper le trajet d'un trait jusqu'au Japon. Ça fait quand même une petite trotte, hein, mine de rien. Là ils auraient une base qui pourrait fortifier, qui pourrait permettre de rapporter des vivres, rapporter des munitions, bref ce serait un super point de ravitaillement pour attaquer le Japon, donc un endroit stratégique ultra important. Bien évidemment les Japonais s'en rendent compte et ne vont pas laisser faire ça.
Les États-Unis sont quand même malheureusement bien plus forts, on va dire ça comme ça. Ils ont quand même un sacré arsenal, ils ont beaucoup de monde. Les Japonais par contre ils ont la niaque, ils ont quand même le fait de vouloir se battre jusqu'à la mort. Et c'est ça qui fait un petit peu leur force. Bon ils sont quand même, ils se démerdent, hein, c'est quand même des soldats. Mais là vraiment ouais, le truc qui fait un petit peu la force je trouve dans les Japonais sur cette bataille en tout cas, c'est vraiment que voilà, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Bon, il y a quand même des soldats qui veulent pas forcément mourir, hein, ce que je peux comprendre, mais bon, il y en a beaucoup qui vont jusqu'à la mort. Là, du coup, l'histoire nous raconte principalement cette bataille, comment ils ont survécu, comment ça s'est passé, ce genre de trucs-là. Alors, le manga, je sais pas s'il reprend à 100% les événements qui se sont passés, parce que c'est une guerre qui a réellement existé. Mais, par contre, une chose qui est sûre, c'est que ce sont des témoignages de soldats qui ont survécu, donc d'anciens soldats japonais qui ont survécu à cette bataille. C'est des récits via des musées d'histoire sur cette guerre. Bref, c'est quand même repris de pas mal de dossiers historiques. Donc bon, on a quand même des trucs qui sont vrais dans le lot. Après, est-ce que le personnage principal est réel? Je sais pas. Il y a certainement des personnages qui sont réels dans le lot. J'ai pas spécialement cherché à savoir lesquels étaient réels. On sait juste qu'en fait, à la fin du manga, à chaque fois, t'as des histoires. Par exemple, on a des témoignages de quelques soldats. On a où est-ce qu'ils ont été pris les informations par rapport à des musées, ce genre de trucs-là. Bref, il y a quand même un côté sérieux dans tout ça. Et en fait, le truc qui est assez intéressant, c'est que bon, la guerre, bon, en général, c'est pas quelque chose que tu peux montrer facilement à tout le monde. Hein. C'est quand même quelque chose de cruel. Hein. C'est la mort, c'est le gore, parce que voilà, tu vas avoir des tripes de tous les côtés, tu vas avoir des grenades. Bref, ça va être quelque chose d'assez dur. Et le manga fait quelque chose d'assez intéressant, c'est que en fait, on a un dessin qui est très enfantin. C'est un dessin très, je le dis, hein, clairement, c'est un manga très enfantin. Mais le sujet reste très sérieux, c'est qu'on n'est pas dans de l'humour, on n'est pas dans quelque chose où on est là pour rigoler, on est là pour te montrer un petit peu la dure réalité de la guerre, tout ça, et ce qui s'est passé. Je mets des guillemets encore une fois parce que je sais pas si c'est ce qui est réellement passé. Mais en tout cas, ça nous raconte un petit peu la guerre de Pelludio. Et là, le truc intéressant, c'est que si vous avez du mal avec le gore, si vous avez du mal avec ce genre de choses-là, et même du coup un public un peu plus jeune, a possibilité de voir ce genre de titre là, puisque on voit quand même, on va voir des membres arrachés, on va voir des intestins, on va voir du sang, ce genre de truc là, mais ça reste assez soft, et surtout avec le dessin enfantin que te propose le manga, ça reste extrêmement accessible, et ça ne perd pas son côté un petit peu historique, ça perd pas son côté le drame, ce genre de truc là. Bref, on garde le point fort du manga, c'est-à-dire te montrer le côté historique de cette guerre sans trop te choquer. Alors ça reste choquant bien évidemment quand tu vois certains trucs, par exemple où tu vois que des soldats américains vont enterrer vivants des japonais genre dans des grottes en mettant du ciment, ils vont utiliser des lance-flammes, bref ils vont utiliser les armes de l'époque, hein, les moyens pour tuer un maximum de personnes, que ce soit les japonais ou ceux des soldats américains, hein, ça va dans les deux sens, hein, les deux sont prêts à se tuer à tout moment. Bref, ça reste quelque chose d'assez bourrin dans l'ensemble, mais c'est extrêmement bien fichu, je le redis, c'est vraiment très bien fichu. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez un petit peu la guerre, ce genre de choses là, c'est très intéressant. Moi c'est plus le côté historique qui m'intéresse, mais là du coup je me suis un petit peu embarqué dedans. Et franchement je suis très, enfin je trouve c'est une sacrée bonne surprise Pelludio, je m'attendais pas à que le manga soit aussi intéressant à mon goût. Là franchement j'ai été vraiment mis dans l'histoire très rapidement. Le manga est fini en 8 tomes, là on a le 7ème tome qui est sorti. Donc voilà, c'est pas une série méga longue, ça va pas vous ruiner, c'est assez peinard, bref. Le manga est vraiment très cool. Et là je termine avec le dernier titre, Kakushi Goto, qui est mon... Alors d'ailleurs pour ceux que c'est vrai que j'en ai pas parlé, là je vous ai mis les 3 titres que je préfère chez Vega, et je les ai mis dans l'ordre, hein. Deep Sea Aquarium, Magmel, Pelludio, et mon préféré de leur série Vega, c'est Kakushi Goto. Une série qui malheureusement n'est pas très connue et surtout ne marche pas extrêmement bien chez nous. Je sais qu'au Japon l'auteur est assez connu, ça marche plutôt bien au Japon, chez nous c'est un petit peu particulier, enfin on le sait, hein, de toute façon les mangas qui marchent au Japon ne vont pas forcément marcher en France, et à l'inverse des mangas qui marchent pas du tout au Japon marchent extrêmement bien chez nous. Voilà, c'est un petit peu particulier, mais là Kakushi Goto, j'avais envie, alors déjà c'était un soutien pour Vega bien évidemment, mais j'avais aussi un petit peu envie de reparler de ce manga là, j'en ai parlé très régulièrement et j'en reparle encore une fois. Lisez ce manga, c'est une super bonne série, en plus il y a l'animé qui est sorti, regardez l'animé vous donnera peut-être envie de regarder le manga. C'est une super bonne série, clairement j'apprécie énormément, c'est mon manga préféré de chez Vega. Là on suit l'histoire de Goto qui est un auteur de manga célibataire. Sa mère est morte, enfin la mère de Hime est morte, si je dis pas de bêtises. En gros voilà, il est auteur de manga, sauf qu'il fait des mangas un petit peu olé olé, un petit peu what the fuck.
Donc alors ça lui fait gagner sa vie, il est quand même connu, mais il en est pas spécialement fier vis-à-vis de sa fille. C'est surtout vis-à-vis de sa fille. Il a pas envie que sa fille sache que son père est un auteur de manga, un petit peu, voilà, de manga. Alors c'est pas spécialement du cul, mais voilà, tu vas avoir des barésiles, tu vas avoir des culottes, des trucs du genre. Ça va, tu sais, c'est des trucs un petit peu what the fuck, voilà. Donc forcément, la fille, dans sa tête, il pense que sa fille va pas spécialement comprendre et qu'elle va forcément le juger. Donc il fait en sorte que ça ne se sache pas. Donc qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il fait croire que c'est un employé de bureau et il part tous les matins avec une tenue de bureau extrêmement classique, sauf qu'il va dans un magasin pour se changer, pour aller dans une tenue détente, c'est-à-dire short, voilà, t-shirt, tout ça. Et il va à son atelier avec ses assistants et il peut continuer ses mangas. Donc voilà, son train-train quotidien, c'est bien évidemment de s'occuper de sa fille, faire son boulot et surtout faire en sorte que sa fille n'est pas au courant de ses activités. Voilà, ça c'est l'histoire principale. Et en fait, le truc qui est intéressant, déjà, c'est très drôle de voir le père qui à chaque fois essaye de faire en sorte que sa fille ne soit pas au courant. Le père il pète un cap facilement à chaque fois parce qu'il se dit oh mon dieu ma fille elle va peut-être me détester pour cette raison. Oh mon dieu ma fille elle va peut-être aller dans ce truc là parce que c'est la mode en ce moment. Bref, le père est un putain de névrosé en mode putain mais ma fille. Bon ok je peux comprendre, c'est quand même sa petite chérie, son petit diamant. Mais là quand même il y a des moments où il pète vraiment un câble, hein. Je veux dire sa fille c'est sa vie entière. Et un rien l'inquiète, un rien. Non mais des fois, alors il y a des fois je peux comprendre déjà, notamment vis-à-vis de son métier, je peux comprendre qu'il a pas forcément envie que sa fille soit au courant de ça, je peux le comprendre. Par contre il y a des moments où il pète vraiment un câble pour pas grand chose, hein. C'est limite il stalk sa fille des fois, t'es en mode est-ce que ça se passe bien pour elle? Sa fille qui est assez mature d'ailleurs, parce que bon elle a perdu sa mère, hein, donc forcément elle a dû grandir mentalement un peu plus vite. Elle reste une jeune fille, hein, je crois qu'elle a une dizaine d'années, si je dis pas de bêtises. Elle a quand même des envies de petite fille. Mais voilà, elle a quand même grandi assez vite et s'est habituée à vivre avec son père. Bon, le père est quelqu'un de bien, il n'y a pas de problème, hein, il s'occupe très bien de sa fille. Mais voilà, c'est pas facile de grandir sans un parent, notamment la mère, même si ça peut être le père également. Mais là voilà, elle a pas eu de soutien affectif de sa mère, elle l'a presque pas connu si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas évident pour la jeune fille, le père est quand même un énorme soutien pour elle. Et en fait, un autre truc que je trouve super intéressant dans le manga, c'est en fait à la fin, alors ça peut être au début, en ce moment ils le font pas mal au début, mais en fait souvent, que ce soit au début ou à la fin, tu vois un passage où elle est un peu plus vieille en fait, elle doit avoir 17 ans, un truc du genre si je dis pas de bêtises, où en gros elle va retrouver une autre maison, c'est pas sa maison principale si je dis pas de bêtises, où en gros son père stockait plusieurs trucs, il stockait ses histoires, il stockait les lettres de ses fans, il stockait des souvenirs de sa femme, il stockait des choses par rapport à sa fille, bref c'était un peu, c'est une maison mais c'est un sorte de hangar en fait. Et en fait, sa fille va le découvrir, et c'est un peu le moment où elle va découvrir que son père était un mangaka. Bref, elle découvre visiblement de ce que te raconte l'histoire, elle le découvre assez tard ce truc-là. Mais en fait, c'est très marrant de voir le parallèle entre l'histoire qui se passe actuellement et ce qui s'est passé quand elle a grandi. Parce qu'un petit détail aussi, c'est que en fait, le père a préparé des boîtes pour chacun de ses âges. Genre à 8 ans, elle va avoir une boîte avec des vêtements pour son âge. Alors ça peut être des vêtements de sa mère, hein, ça peut être des vêtements que sa mère portait, ça peut être des souvenirs, ça peut être plusieurs trucs. Alors des fois c'est des trucs qui sont un peu passés de mode, mais bon, voilà, ça fait du souvenir à la gamine. Et en fait voilà, chaque anniversaire, elle obtient une boîte différente avec voilà des nouveaux vêtements, des souvenirs de sa mère, des trucs, voilà un petit peu toutes choses. Et en fait il a prévu assez loin puisque visiblement quand elle va aller dans cette fameuse maison, elle va trouver des boîtes pour jusqu'à 18-19 ans, bref ça va assez loin. Et plus elle avance dans l'âge, plus en fait il lui révèle des choses par rapport à lui, par rapport à sa mère. Bref, au fur et à mesure qu'elle grandit, il lui découvre des choses. Je trouve ça vachement bien foutu ce principe là. Et en fait là on n'a pas appris grand chose. Le manga fait pour l'instant à 12 tomes au Japon. Nous on en est au 4ème tome. Et en fait là pour l'instant on est un petit peu en mode découverte. Genre on voit que voilà il s'est passé du temps. On sait pas d'ailleurs le père, est-ce que le père est encore là? Est-ce que là elle est en mode découverte totale? Je sais pas, mais pour ce qui est de l'histoire principale c'est super bien. Je le redis, Kakushigoto c'est vraiment un super bon titre qui est malheureusement pas du tout connu, très peu. En fait, beaucoup de gens en ont entendu parler mais très peu de gens l'ont acheté. Je le redis, c'est vraiment un super méga bon titre, c'est super drôle, c'est super agréable à suivre. T'as des personnages qui vraiment t'es mort de rire quand tu les vois. C'est à voir vraiment. Je mets l'accent dessus, hein. Regardez ce titre là, regardez-le vraiment. Deep Sea Aquarium c'est super bien, Pelliu c'est vraiment très bien, Kakushigoto c'est un excellent titre. Alors je le redis, regardez l'animé si vous voulez découvrir sans trop acheter les mangas pour l'instant. Et après de toute façon l'animé donne très souvent envie de voir le
Waouh, l'étouffement au dernier moment. Excusez-moi, je parle trop sans m'arrêter en fait. Excusez-moi. Voilà, regardez l'animé. Ça vous donnera certainement envie de lire le manga. Oh putain, c'était violent là. Donc voilà, c'était un petit soutien pour Vega, mais en fait ce soutien je le fais un petit peu aussi aux autres maisons d'édition qui ont un petit peu souffert le manga. C'est quelque chose qui marche bien en France, mais bon, quand tu te lances dans cette aventure là, forcément c'est pas toujours évident. Si tes séries ne marchent pas, c'est pas forcément la joie. Tu prends Nazca, Nazca s'en sort plutôt bien puisque Todag a été relancé de tous les côtés. Ça a été un sacré coup de pub. Bref, en tout cas avec leur premier titre, ça a super bien marché. Vega a pas forcément eu cette chance, je trouve, parce que leur titre se vend, mais c'est pas la grosse folie comparé à d'autres titres. Et s'il y a vraiment un titre qui mérite d'être mis en avant, c'est Kakushigoto. Je le redis pour au moins la 20e fois depuis cette vidéo. Il vaut vraiment le coup d'œil. Donc voilà, j'ai encore une fois, je demande pas de like, je demande pas d'abonnement, je demande pas de partage, je vous demande juste, intéressez-vous un minimum à ce genre de maison d'édition. Partagez à la limite, pas ma vidéo, mais voilà, le fait que ces titres-là valent le coup, que les titres de Vega valent le coup, intéressez-vous un minimum à ces titres, franchement vous ratez quelque chose de super cool. Donc voilà, sur ce c'était Ragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.